Merci pour votre accueil. Notre prochaine intervenante va nous faire plonger au fond de l'océan. Vous avez d'ailleurs remarqué qu'on a adapté la température de la salle ce matin pour vous laisser éveiller. Françoise Gale, que je vais bientôt inviter à monter sur scène, est biologiste, directrice de recherche émérite au CNRS, spécialisée en écologie et en environnement. Bonjour Françoise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Aujourd'hui, vous coordonnez le comité scientifique de la plateforme Océan et Climat, qui est un think tank international, qui a pour objectif d'alerter les décideurs publics sur l'urgence à agir pour la prise en compte de la préservation des fonds marins. Vous coordonnez par ailleurs les travaux du Comité des Nations Unies dans la perspective de la prochaine décennie des Nations Unies pour la prise en compte des sciences océaniques au service du développement durable. Alors Françoise, les fonds marins, on les connaît peu aujourd'hui. D'ailleurs, en tant que chercheur, cela vous met en colère. Vous dites, il n'y a pas de raison qu'on connaisse mieux la Lune aujourd'hui que le fond des océans. Le fond de l'océan est peu connu aujourd'hui et pourtant, il est le principal régulateur du climat. On sait que le réchauffement climatique va altérer de façon durable son rôle protecteur. Et pourtant, on sait qu'il y a de l'or au fond de l'océan, des matières premières nécessaires à notre économie moderne. Guillaume Pitron nous en a parlé hier. Et on sait également qu'on a des espèces marines qui ont des propriétés incroyables avec des applications dans les domaines de la biotechnologie, dans le secteur de la santé, de la médecine, de la nutrition, de l'énergie. Et malgré ce potentiel d'innovation et malgré cet enjeu écologique, il y a un vide juridique autour de l'exploitation des fonds marins aujourd'hui. Au-delà des eaux territoriales, il n'y a pas de cadre juridique et l'exploitation des fonds marins se fait sur la base du premier arrivé, premier servi. Il y a donc urgence à créer un cadre juridique international et la France, compte tenu de l'importance de ces espaces maritimes, doit évidemment jouer un rôle primordial dans le cadre de ces négociations. Alors Françoise, ce matin, on aimerait vous écouter, compte tenu de ces enjeux écologiques, économiques, d'innovation, géopolitique, quel leadership peut avoir la France dans le cadre des négociations? Nous vous écoutons. Je vais peut-être aller là-bas. Oh, putain. Bonjour et merci de m'avoir invité. Je suis ravie aussi d'avoir rencontré un autre fan de l'océan, Thomas, qui a commencé ce matin. Alors, je vais vous présenter 2-3 grands enjeux de l'océan. Regardez, si vous regardez la Terre vue de l'espace, vous voyez que finalement c'est bleu. Et ce qu'on voit, c'est surtout de l'océan. Et cette grande respiration, vous voyez, les couleurs qui varient, sont le fait des écosystèmes planctoniques, ces écosystèmes qui sont à la surface des océans et qui rendent un moiré sur la planète. L'océan, c'est un objet d'étude, mais il faut savoir 2-3 choses. D'abord, c'est l'oxygène que nous respirons. Au cours de l'évolution, ce sont ces écosystèmes planctoniques dont j'ai parlé tout à l'heure qui ont permis d'avoir presque 50% de l'oxygène d'aujourd'hui. Mais c'est de l'eau aussi, c'est l'eau dont nous avons besoin. Et rappelons-nous que presque la totalité de l'eau se trouve dans l'océan. C'est aussi des espèces, une grande biodiversité marine, mais nous venons aussi de l'océan. Et puis, ça a été dit, et je vais m'expliquer là-dessus, c'est aussi un régulateur du climat. Pourquoi un régulateur du climat? Donc, j'ai parlé de l'oxygène. Il faut savoir que 25% du gaz carbonique que nous émettons dans l'atmosphère est absorbé par l'océan. Mais plus rare, en général, on en sait peu, 90% de la chaleur émise par les émissions de gaz à effet de serre sont stockées dans l'océan.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, si on n'avait pas l'océan, imaginez la température qu'il ferait sur Terre. On ne pourrait pas survivre. Et ça, c'est quand même grâce à l'océan qu'on peut encore supporter le réchauffement climatique aujourd'hui. Regardez, là, c'est ce qu'on voit dans l'atmosphère, à la surface de l'océan. En rouge, les émissions de gaz carbonique. C'est la surface de la Terre. Vous voyez qu'au nord, c'est plein de gaz carbonique. C'est nous qui émettons ce gaz carbonique. Dans l'hémisphère sud, il y a très très peu de gaz carbonique. Et c'est aussi ce changement climatique qui va entraîner non seulement le réchauffement planétaire, mais aussi l'acidification des océans et la déclinaison de l'oxygène de l'océan. Parce que finalement, ce qui se passe, c'est que, je l'ai dit, l'océan absorbe de la chaleur, et cette chaleur va avoir une incidence sur le niveau d'oxygène qu'il y aura dans l'eau de mer. Il va y avoir disparition d'oxygène dans l'eau de mer, plus le réchauffement va être accru dans l'océan et plus cet oxygène va disparaître. Et aussi, ces CO2 dont nous avons parlé et que tout le monde connaît aujourd'hui, vous voyez, c'est depuis les années 60 un accroissement continu. Ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais et de façon corrélative, une des conséquences, c'est que finalement, le pH, c'est-à-dire l'acidité de l'océan, va diminuer. Et cette acidité peut être dommageable pour des animaux dont nous avons le goût, quelquefois, comme les huîtres, ou en tout cas tous les animaux qui ont un squelette calcaire. Mais plus encore, si on regarde le réchauffement de cet océan, il va être différent à la surface de l'océan, entre 0 à 700 mètres, et il va commencer à atteindre les plus grandes profondeurs océaniques, qui sont au-delà de 2000 mètres de profondeur. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est l'océan? On connaît les 700 premiers mètres, le GIEC, dans son dernier rapport, a donné toutes ces mesures dans cette zone-là, mais il y a un gap. Il y a un gap à partir de 2000 mètres, on ne connaît pratiquement rien. Et le fond des océans reste pratiquement encore inconnu. Rendez-vous compte qu'on ne connaît même pas 5% de la surface du sous-marin, du sous-sol océanique. Je n'ai pas pu m'empêcher de vous montrer quelques écosystèmes que j'aime particulièrement, qui sont ceux qui sont le long des dorsales océaniques, qui sont des écosystèmes luxuriants, magnifiques. Et il faut quand même savoir que finalement, c'est quoi l'océan aussi? C'est la vie. Quand vous regardez une goutte d'eau de mer comme celle-ci, vous voyez que ça grouille de vie. Et même si vous augmentez le grossissement de votre microscope, c'est toujours aussi grouillant. Il y a toujours autant de monde. Cette vie fait que, de toute façon, dans tous les cas de figure, on n'en connaît que pratiquement moins de 1%. Et dans les grandes profondeurs, ce qu'on voit très rarement sont des animaux comme ceux-ci, qu'on appelle les grandes oreilles, et qui sont en fait des petits poulpes. Quand ils sont jeunes, ils sont tout roses, tout mignons. Et finalement, ce qu'on a trouvé le long de ces dorsales océaniques dont je vous ai parlé, sont des animaux qu'on appelle les vers de Pompéi. Ils sont dans des environnements blancs, comme ceci, et avec le temps, ils deviennent tout noirs. Et il y a un message quand même d'espoir par rapport à ça. C'est qu'à 2600 mètres de profondeur, à la surface justement du plancher océanique, vous avez des conditions de vie qui sont pratiquement celles vers lesquelles nous tendons aujourd'hui. Une grande concentration en gaz carbonique, une grande pression, une anoxie, une acidité, une toxicité, des très hautes températures, et pourtant, le vivant sait s'adapter à des conditions extrêmes. En fait, la question qui se pose aujourd'hui pour nous, et l'océan en est un bon exemple, c'est à partir du moment où vous considérez
écosystème et son évolution. Cet écosystème va avoir un certain nombre de perturbations et en fonction de cette perturbation, la boule que vous voyez qui va rouler le long de la courbe montrant cette perturbation va tomber à un moment donné. Et toute la question, c'est de savoir à quel moment elle tombe et est-ce qu'on peut restaurer quelque chose de cet écosystème. On a vu que, par exemple, pour ce qui s'est passé à Terre-Neuve, nous avions une pêche qui était luxuriante autour de la morue. Et à un certain moment donné, après avoir pêché, encore pêché, nous sommes tombés à ce qu'on appelle un tipping point, c'est-à-dire un moment de catastrophe, où tout a disparu. On a tout essayé. On a essayé de ne plus pêcher, on a essayé des autres engins de pêche, et finalement, on n'a jamais réussi à restaurer cet écosystème. Ça veut dire que vraiment, la notion de catastrophe écologique peut arriver potentiellement pour un certain type d'écosystème si nous n'y prenons pas garde. Mais, par exemple, en Europe, nous avons réussi à avoir des régulations de ce genre de pêche. Et nous avons réussi à faire en sorte que, par exemple, le thon rouge de Méditerranée puisse réalimenter toute la Méditerranée. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le stock a été reconstitué, et même plus à cause du changement climatique également. Ce thon rouge sort de Méditerranée et va se balader dans l'Atlantique et remonte vers l'Atlantique Nord. Alors finalement, pourquoi est-ce que tout ça c'est important ? Tout ça c'est important par rapport à ce qu'on appelle le développement durable. Et il y a une grande négociation qui a commencé dans les années 90 autour des objectifs du développement durable. Et le 14, c'est l'océan. Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable. Voilà ce que les Nations Unies nous proposent de réaliser à horizon 2030. Et nous sommes en train de travailler sur ces objectifs, puisque l'ensemble des 17 objectifs du développement durable devrait nous permettre d'arriver à quelque chose de plus conséquent du point de vue de la durabilité. L'océan, ça nous rend un nombre de services incalculables, et c'est surtout la santé de l'océan qu'il va falloir que nous considérions. La santé de l'océan, ça veut dire en fait une pondération de l'ensemble des aspects qui concernent à la fois le stockage de carbone dans l'océan, les pêcheries, mais aussi le tourisme, toutes les activités économiques qui en dépendent. Et un Californien, Alpern, a proposé ce qu'on appelle un indice de la santé des océans que nous sommes en train de discuter au niveau des Nations Unies. Si on regarde en fait cet océan et les ressources, vous voyez qu'il y a des ressources énergétiques, des ressources minières, des ressources vivantes. Vous savez que la France est le deuxième pays, si on considère la superficie de ces zones économiques exclusives, ce qui est quand même pas banal. Et sur cette carte, vous avez le Pacifique comme étant l'océan aujourd'hui qui est le plus soumis à l'intérêt de l'ensemble des acteurs économiques. On a parlé des métaux rares. C'est vrai que les écosystèmes dont je vous ai parlé tout à l'heure sont aussi la source d'une grande quantité de métaux rares. Et le fait que nous ayons un espace en dehors des juridictions nationales a été l'occasion, il y a maintenant l'année dernière, de lancer pour les Nations Unies la seule négociation aujourd'hui que nous ayons, qu'on appelle BBNJ, ça veut dire Biodiversity Beyond National Jurisdiction, et c'est le problème des ressources génétiques. Ces ressources génétiques, c'est quoi ? C'est pas seulement les poissons, les coquillages, etc. C'est aussi tous les gènes qui maintenant peuvent être utilisés à des fins très diverses et qui sont potentiellement de l'ordre
à exploiter ou à conserver. Si vous regardez le nombre de brevets qui a été réalisé sur les gènes des espèces marines, vous voyez qu'il y a 4 grands ensembles qui sont intéressés par ce genre de ressources. Ce sont les États-Unis et l'ensemble des pays européens, y compris aussi le Japon. Il faut savoir que 50% des brevets déposés sur ces gènes d'espèces marines sont le fait d'une seule entreprise, c'est BASF. À savoir aussi que les producteurs de ces gènes, c'est-à-dire ceux qui analysent et qui les identifient, appartenant aux universités ou aux organismes de recherche, ne représentent pas 1 pour 1000 des entreprises ayant breveté ces gènes. En fait, l'enjeu de l'océan, c'est aujourd'hui le rapport de notre société à la nature. Vous voyez qu'on a su faire sur la Terre ce qu'on appelle le continent, comment paver l'espace, comment l'occuper, comment le gérer. On est arrivé à un certain moment donné à un certain bout. Et quand on regarde l'océan, par contre, c'est encore le dernier espace naturel. On a commencé à s'en occuper encore très récemment. Et ça veut dire que c'est là où l'avenir de nos sociétés va aussi se jouer. Et c'est pour ça que les Nations Unies ont souhaité que dans les 10 prochaines années, à partir de 2020, soit mise en place la décennie des sciences de l'océan pour pouvoir savoir où nous en étions, pour savoir comment nous pourrions aller vers une action ou comment s'occuper de l'océan. Donc, il y a 5 grands domaines qui ont été identifiés d'emblée. J'en ai parlé, la cartographie du plancher océanique, avec ses enjeux économiques, mais aussi d'autres enjeux qui sont géostratégiques. Sachez que le plancher océanique, c'est un patrimoine du bien commun de l'humanité. Autant le plancher océanique, on sait maintenant comment le gérer entre États au niveau des Nations Unies, autant au-dessus de ce plancher, on ne sait pas encore comment faire. Le profond, parce que là, c'est vrai que nous ne connaissons pas 1 pour 1000 de ce qui se passe. Et puis, les valeurs économiques des services rendus à l'humanité par l'océan restent à estimer, à débattre. Il y a 2 écoles. Il y a ceux qui disent qu'il est hors de question d'attribuer une valeur économique puisque celle-ci est infinie. Il n'y a pas de raison de poser cette équation. Et puis, il y a ceux qui disent, du point de vue pédagogique, si, essayons de tenter de donner une valeur à cet océan, et comme ça, nous pourrons montrer l'importance qu'elle a pour l'ensemble de l'humanité. WWF a fait une estimation de l'ensemble de ces services, et si on regarde la somme de cet ensemble, ça représente le 7e PIB au niveau mondial. La 4e partie concerne la pollution. Vous êtes tous maintenant au courant de l'importance du plastique. Mais il n'y a pas que ce qui se voit, il n'y a pas que le plastique, même si certains navigateurs ne le voient pas forcément. Je pense que il y a aussi tout ce qu'il y a, les stress qu'on appelle cumulés, parce que si vous regardez les stress thermiques, les stress hydriques, vous avez aussi les stress minéraux. Vous avez cet ensemble-là qui fait que jamais un écosystème n'a été soumis à autant de stress en même temps. Et nous ne savons pas encore modéliser tout ça. Et puis, il y a aussi le littoral qui est le lieu où l'espèce humaine est en train de se concentrer et qui fait que ça pourrait être un excellent laboratoire, en tout cas pour les chercheurs, pour essayer de modéliser, de prédire l'articulation qu'il peut y avoir entre un métabolisme terrien et un métabolisme océanique. Voilà, au départ, on avait différentes sphères. On a l'atmosphère, on a la géosphère sur laquelle nous sommes, l'hydrosphère qui est le fluide, et puis il y avait la biosphère qui était à cheval entre cet ensemble-là. On est passé en fait de la notion d'écosystème à la notion d'anthroposystème,
cet anthroposystème qui finalement grignote toutes les autres sphères. Et comment réguler cette dynamique, c'est aussi une des questions qu'on peut se poser. Juste pour replacer l'importance de l'océan sur la Terre, c'est la boule bleue. Vous voyez que par rapport au diamètre de la Terre, le volume de l'océan paraît faible. Et après, à côté, vous avez l'air que nous respirons, qui est un peu plus grand que le volume de l'océan. Et vous voyez que c'est quelque chose quand même d'assez fragile quand on regarde ce qui se passe sur la Terre. Et c'est dans cet ensemble-là, c'est dans ces deux interfaces eau et air que nous avons la biosphère. Et c'est pourquoi nous avons lancé avec quelques-uns, dont Catherine Chabot, un appel pour avoir un océan bien commun de l'humanité qui est une façon de permettre de réfléchir à finalement c'est quoi un bien commun. Ce n'est pas forcément un patrimoine commun de l'humanité. Ceci est venu du fait que dans les négociations onusiennes, si au moment de la COP21, il y a eu la reconnaissance de l'océan dans l'appel de Paris, c'est aussi parce que nous avons été quelques-uns, et aussi tous les États des petites îles, à promouvoir l'océan comme une entité à prendre en compte dans les questions les discussions climatiques. Et aujourd'hui, par rapport à ce dont j'ai parlé, BBNJ et la gouvernance de la haute mer, il faut avoir cette idée d'un océan bien commun de l'humanité pour pouvoir essayer de trouver des moyens de gouvernance qui soient différents de ceux que nous avions jusqu'à présent et qui soient partagés, non seulement par les pays occidentaux, mais par l'ensemble des États aussi. Et aussi, nous avons l'ambition de rendre responsables les États de ce qu'ils font aussi dans leur zone économique exclusive. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Françoise. J'ai une première question compte tenu de votre présentation. On sait qu'un certain nombre d'industriels ont déjà commencé à explorer ces fonds marins et ont déjà déposé un certain nombre de brevets, notamment pour des applications dans le domaine de la médecine. Est-ce qu'il y a un danger à reporter la mise en place d'un cadre juridique à ce que finalement certains industriels exercent une domination sur un certain nombre de sujets? C'est une question délicate parce que d'abord, sur cette question de la gouvernance, en fait, les scientifiques sont pour la liberté. Donc, a priori, au moment où on a commencé à négocier cette histoire de gouvernance de la haute mer, nous étions, nous scientifiques, opposés à une quelconque administration qui nous contraint, qui serait contraignante par rapport à nos études. Et puis, en fait, on a vu qu'on était très seuls, sinon entourés par certains pays comme les États-Unis, la Russie, le Japon. Et en discutant un peu plus, on s'est aperçu qu'en discutant avec justement les petits États insulaires, qu'eux avaient une vision totalement différente et nous prenaient pour des coloniaux. Et là, on a commencé à réfléchir avec eux. Et on en est arrivé à un point où, quand je parle du bien commun, c'est plus un cadre conceptuel de discussion que un cadre contraint. Je pense que les big data font qu'on va avoir une traînée de poudre avec l'ensemble des résultats génétiques de la haute mer. Et ça va remettre en cause des choses évidentes. Par exemple, on parle des pêches comme extrêmement importantes. C'est un poids lourd dans les négociations onusiennes. Mais le poisson, qui est identifié comme tel aujourd'hui, demain,
sera identifié autrement, ça sera une ressource génétique. Et donc, les lieux où on aura accès à un certain nombre de gènes seront aussi des lieux de pêche, et l'objet même physique du poisson n'aura pas le même statut juridique selon que l'on considère que c'est une ressource alimentaire ou qu'on considère que c'est une ressource génétique. Et rien que ça, c'est en train de modifier complètement la vision que nous avons de la réalité, en fait. Alors, on va prendre une ou deux questions dans la salle. Est-ce qu'il y a... Oui. Bonjour, merci beaucoup. Donc l'océan, ça m'intéresse, puisque j'ai encore une question sur l'océan. J'ai entendu parler de pollution auditive, que l'océan était très bruyant et j'avais jamais pensé. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça, si c'est vrai ou pas? Et si du coup, est-ce que c'est un stress sur les écosystèmes du coup? Oui. Non, c'est assez récent qu'on a pu identifier le bruit comme une source de stress. Et ça a été réalisé surtout en Méditerranée parce que la pression pour les baleines était catastrophique et qu'il y avait des conséquences sur le tourisme, puisque nous avions dans différents endroits du monde des activités touristiques qui dépérissaient en raison de déplacements de baleines. C'est vrai aussi pour les dauphins. Et ça ne veut pas dire que ces animaux ne sont pas capables d'émettre des sons. Ils émettent des sons si on écoute les ondes sonores de ces bestioles, mais c'est incroyable, c'est une cacophonie inimaginable. C'est un mode d'interaction entre individus. C'est à partir de la musique qu'ils entendent que l'autre émet que le mode de reproduction se fait. C'est aussi par rapport aux jeunes animaux la façon de les entraîner dans des aires de jeu ou de leur montrer le danger. Et ce qui se passe, c'est que la multiplication des sonars et des engins divers et variés ont entraîné d'abord un bruit qui était différent de ce qui était au départ le bruit naturel, et qu'aujourd'hui, maintenant, avec l'ensemble des stress dont j'ai parlé en plus, oui, le bruit est quelque chose de très important. Et nous avons réussi l'année dernière à faire en sorte qu'aussi qu'au niveau des Nations Unies, cette notion de sonorité soit prise en compte comme un délit dans certains cas, dans certaines zones, pour éviter justement les conséquences qu'il pourrait y avoir sur ces animaux. Mylène Romano, bonjour. Avant-hier, Guillaume Pitron nous a dit qu'un pays d'Afrique produisait 64% du cobalt dont avait besoin le monde. J'ai vu sur l'une de vos cartes qu'il y avait du cobalt dans la mer. Est-ce que c'est exploité? Est-ce que c'est une alternative justement à l'exploitation des pays d'Afrique? Voilà, c'est ma question. Merci. C'est une possibilité. Alors, il y a les tenants qui disent que ça va se faire, et puis d'autres qui disent on a encore du temps. Néanmoins, quand même, il faut voir que la première négociation qui a reconnu le fond des océans comme un patrimoine commun de l'humanité, c'était à cause de ce problème de ressources minérales. Et depuis, c'est extrêmement bien géré. D'autant mieux géré que certains pays, comme le Canada, le Premier ministre n'est plus là, mais le Canada, le Japon, ont commencé à développer des technologies qui permettent, dans le Pacific Ouest, d'envisager l'exploitation en principe l'année prochaine. Le Japon a réussi à faire des essais au large de son pays l'année dernière. Et donc, ça veut dire oui, c'est tout à fait possible. Une dernière question. Oui, bonjour, Caroline Young. Que faut-il penser de la pêche électrique? Mais je suis absolument contre. Alors là, je ne comprends. Enfin, tout ce que je lis, je ne comprends pas pourquoi ça existe encore. Moi non plus. Moi non plus. Mais justement, on arrive à des
des paradoxes absolument incroyables, tout simplement parce que c'est une question de juridiction. C'est-à-dire que certains pays comme en Europe se sont engouffrés dans cette pêche, tout simplement parce qu'elle n'était pas identifiée comme telle, comme stressante pour les poissons. Et donc, à partir du moment où ça n'était pas identifié comme tel, juridiquement, il n'y avait rien qui était possible contre cette pêche. Et depuis, on essaye vraiment de la faire disparaître. Je pense que là, quand même, la communauté européenne a fait des efforts, mais il n'y a aucune raison que cette pêche continue à exister. C'est un contresens total. Merci Françoise. On va s'arrêter à une dernière alors. Là-haut. Docteur Gaille, j'ai l'impression que vous avez changé d'avis sur la question d'un droit d'exploitation des fonds marins, mais vous ne nous avez pas du tout donné d'indication sur les pistes qui pourraient être la structure, l'épine dorsale de ce droit. Est-ce que c'est facile d'expliquer ça en 1 minute ou en 2 minutes? Le sujet est vaste et compliqué, mais est-ce que vous pouvez nous donner des indications? Bon, en 2 minutes, c'est pas forcément facile. Je vais être très schématique. Le patrimoine commun de l'humanité fait qu'on a des règles très très précises pour exploiter tout ce qui est minerai au niveau du plancher océanique. Mais ce qui se passe, c'est que quand vous regardez ce qui se passe sur le fond, vous avez plein de bestioles, ce qu'on appelle les benthiques, les écosystèmes benthiques. Et puis si vous commencez à gratouiller au fond de l'océan, vous allez remettre en suspension plein de particules, plein des nuages de particules métalliques, comme le ver de Pompéi dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont quand même très nocives. Et donc on n'a aucune idée des conséquences que ça pourrait avoir sur les bestioles. Enfin si, on peut le modéliser et on pense que c'est tous ceux qui vivent, par exemple, qui sont des moules, des choses comme ça, ils vont être tellement encrassés par toutes ces particules qu'ils vont disparaître. Et donc c'est pour ça que pour l'instant, ils ont raison du point de vue du droit aussi du sous-sol, ceux qui exploitent les grandes ressources minières. Ils ont raison aussi parce que ça sera moins grave peut-être qu'à terre, mais néanmoins, c'est vrai sur le court terme, et vrai, il faut qu'on expérimente pour arriver un peu plus avant à savoir comment il faut faire. Voilà, nous sommes dans la phase d'expérimentation pour l'instant. Merci beaucoup Françoise.